Bonjour à tous, Daniel Côté ici. Dans cette série de vidéos, je présente quelques idées clés sur la gestion des coopératives sur lesquelles je travaille depuis plus de 30 ans maintenant. Dans cette 5e vidéo, j'aborde plus spécifiquement le nouveau paradigme coopératif et la stratégie de co-création de valeur. Avec l'émergence de l'ère post-industrielle, les entreprises ont commencé à évoluer dans un environnement caractérisé par de nouvelles capacités de production rapides et flexibles, des organisations décentralisées et des technologies de l'information en rapide évolution. Par conséquent, depuis le début des années 2000, la co-création est apparue et a commencé à être considérée comme l'avenir de l'innovation en matière de produits et de services. Tandis que l'approche traditionnelle centrée sur l'entreprise a évolué vers une participation accrue des clients à la création conjointe des produits et des services. La co-création consiste en un coworking direct ou indirect avec les clients. Elle est conceptualisée comme le degré auquel les clients participent activement avec les entreprises à l'amélioration des solutions existantes ou à la recherche de nouvelles solutions pour créer plus de valeur à la fois pour le client et pour l'entreprise. Au cours des 25 dernières années, la pratique et la recherche autour de la co-création se sont rapidement développées sous l'effet de plusieurs facteurs. Premièrement, les universitaires et les gestionnaires ont reconnu que les clients ne sont pas nécessairement des bénéficiaires passifs de ce que les entreprises choisissent de fournir, mais qu'ils possèdent l'expertise et les compétences qui leur permettent de prendre une part active dans les processus de co-création. Deuxièmement, le mouvement vers une plus grande ouverture organisationnelle, motivé par la recherche d'un avantage concurrentiel, a favorisé le développement de l'innovation ouverte, de la stratégie ouverte et de l'implication généralisée de personnes extérieures à l'organisation dans les projets d'innovation. Troisièmement, le développement du cyberespace a contribué à modifier la façon dont les entreprises se perçoivent et perçoivent leurs clients. En outre, de nombreuses études ont montré que la co-création se traduit par des gains d'efficacité pour les entreprises, une réduction du risque d'échec, un accès plus rapide au marché, une meilleure adéquation avec les besoins des clients, une meilleure pénétration du marché et une meilleure acceptabilité. C'est pourquoi la pensée académique dominante affirme qu'encourager les clients à adopter le rôle de créateur de valeur actif est la prochaine frontière de l'efficacité concurrentielle. Les rôles du client et de vendeur sont donc de plus en plus flous. Les utilisateurs peuvent désormais participer à la création de contenu, ainsi qu'au développement de produits, services et de la marque. Ils peuvent se soutenir mutuellement dans l'utilisation du produit ou du service. Ils peuvent également promouvoir des produits, des services et ou des marques auprès d'autres clients. La possibilité d'impliquer les clients dans la coproduction ou la co-création afin d'améliorer les performances de l'entreprise et la proposition de valeur fait donc l'objet d'un intérêt croissant. Voici quelques exemples. Unilever, grâce à sa Open Innovation Platform, a plus de 60% de ses projets de recherche qui impliquent une collaboration externe pour trouver des solutions de produits, en mobilisant des startups, des universitaires, des concepteurs ou des clients. DeWalt, l'un des principaux fabricants mondiaux d'outils électriques, compte plus de 12 000 utilisateurs qui participent et proposent des idées de développement de produits via sa plateforme Community Insight. Nike, par le biais de plusieurs sites, Nike ID, Nike Plus, etc., travaille en réseau avec des millions d'adeptes. Cette connexion permet à l'entreprise de construire une communauté puissante. Nike a réussi à libérer le potentiel de co-création de valeur par le biais de plusieurs initiatives, telles en invitant les consommateurs à filmer leurs talents au soccer et les présenter en ligne, par le financement de compétitions de rue, mettant en relation les joueurs professionnels et les fans, en invitant les fournisseurs de sneaker culture à concourir pour de nouveaux modèles de souliers. Enfin, à permettre aux coureurs de participer presque en temps réel à des conversations en ligne avec d'autres coureurs, avec divers experts, sur des sujets qui les concernent, tels les méthodes d'entraînement, les meilleures chaussures, etc. Traditionnellement centré sur le produit, Nike a compris que la concurrence sur le marché des chaussures de course s'était déplacée vers l'expérience client.
Nike peut ainsi se différencier par la démocratisation du processus de création de valeur dans un environnement concurrentiel qui tend à devenir un marché de commodités. Cependant, il est important de noter que la plupart des organisations qui utilisent la stratégie de co-création le font en tant qu'outil tactique d'étude de marché. Les responsables considèrent cette stratégie comme un moyen d'améliorer les méthodes traditionnelles d'étude de marché en créant davantage de possibilités d'étendre et d'approfondir la discussion avec les clients. Dans ce contexte, la co-création est utilisée pour déterminer la pertinence et la validité d'idées déjà conçues. En revanche, certaines organisations ont adopté une approche plus stratégique de la co-création. Elles utilisent également des communautés en ligne, des événements et des ateliers, mais elles considèrent la co-création comme une méthode d'innovation collaborative où les nouvelles idées sont générées avec les clients et les autres parties prenantes. Ces entreprises considèrent et traitent les clients et les autres parties prenantes comme des partenaires d'innovation à long terme et les associent idéalement à toutes les étapes du processus de co-création. Toutefois, à mesure que les entreprises prennent conscience du potentiel de co-création, elles commencent à promouvoir une approche plus stratégique qui implique un changement d'attitude. La co-création exige qu'elles cessent de considérer les clients comme des objets et qu'elles commencent à les considérer comme des collaborateurs valables. Dans cette optique, il devient essentiel d'identifier et de comprendre les éléments clés nécessaires à la conceptualisation, à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une telle stratégie. La première série de facteurs sous-jacents identifiés dans la littérature est le partage des connaissances, l'exercice du contrôle et l'interaction. Le partage des connaissances est considéré comme la ressource de base qui comprend les connaissances, les idées et la créativité des clients dans l'articulation et l'expression des besoins actuels et futurs. L'exercice du contrôle fait référence à la volonté de l'entreprise de partager le contrôle avec ses clients, ce qui conduit à leur responsabilisation et à leur désir de contribuer aux activités de co-création. L'exercice du contrôle décrit la mesure dans laquelle les clients perçoivent qu'ils exercent une grande influence, qu'ils peuvent avoir un sentiment de partenariat et de propriété avec l'entreprise, qu'ils éprouvent également un sentiment de responsabilité, voire d'appartenance au groupe de clients pairs. Cela les encourage à soutenir les autres clients et à interagir avec eux en partageant leurs expériences, leurs informations et leurs connaissances. L'interaction est l'interface clé entre les parties prenantes qui collaborent à la coproduction ou co-création. Elle permet de comprendre, de partager et de satisfaire les besoins des clients et d'évaluer et d'adapter simultanément les apports en matière de ressources. L'interaction prend la forme de la participation, du dialogue et de l'engagement. Elle permet des échanges complexes et offre la possibilité de générer des solutions. Elle peut également susciter des pratiques sociales. Définie comme une communication collaborative et un dialogue entre différentes entités, elle est l'un des facteurs les plus importants d'une co-création réussie avec le client. Pour y parvenir, les entreprises doivent à la fois gérer l'interaction entre l'entreprise et ses clients et entre les clients eux-mêmes. Mais comment inciter les clients à s'engager et à participer à des activités de co-création? Plusieurs dimensions ont été identifiées. Premièrement, les facteurs de motivation intrinsèques et extrinsèques. Le comportement d'engagement fait référence aux contributions volontaires du client, qui se produisent dans les interactions avec une organisation et ou d'autres clients, en dehors de la transaction de base. Il peut conduire un client à adopter des comportements de rôle extra, tels que donner un feedback constructif, participer au développement de nouveaux produits ou services, ou aider d'autres clients, ce qui conduit à un lien intrinsèque entre l'engagement et la co-création. Rappelons que la motivation intrinsèque fait référence à l'incitation à s'engager dans une activité principalement pour elle-même, tandis que la motivation extrinsèque est associée à des incitations externes. La motivation intrinsèque repose sur des besoins fondamentaux tels l'autonomie perçue, la compétence et les interrelations.
L'autonomie perçue implique le besoin d'agir avec un sens de la volition et de l'initiative personnelle, c'est-à-dire la capacité de décider et d'initier un plan d'action. La compétence implique le besoin de se sentir efficace et de réussir. Tandis que les interrelations expriment le besoin d'être en relation et d'appartenir à un groupe. Plus ces besoins sont satisfaits, plus le comportement devient autodéterminé et libre, ce qui renforce la volonté individuelle de s'engager dans une activité pour elle-même, sans dépendre d'incitations extérieures. Ainsi, les tâches qui satisfont ces besoins psychologiques inhérents augmentent la motivation de la personne à s'engager dans cette activité. La deuxième dimension, la congruence avec soi-même. Il est difficile pour les gens de s'engager personnellement dans des processus de travail satisfaisants lorsque les objectifs de l'organisation ne correspondent pas à leurs valeurs propres. Les êtres humains sont plus motivés, plus satisfaits et plus performants lorsqu'il existe une compatibilité entre les caractéristiques individuelles et celles de l'organisation, telles la culture, la mission, la finalité et les normes. La congruence entre le client et l'organisation implique une forte identification à la marque, que les clients intègrent souvent dans leur concept de soi pour construire leur propre identité sociale. Les clients présentant une forte congruence avec eux-mêmes sont plus susceptibles d'afficher des niveaux d'engagement élevés. Lorsque les clients s'identifient à un objet et l'assimilent totalement à leur propre personne, la dernière étape du processus de motivation, l'internalisation, se produit. La troisième dimension, l'expérience client et la co-création. Un autre facteur à prendre en compte pour améliorer l'engagement concerne l'expérience du client en matière de co-création. Pour aborder cette question, nous devons définir les attentes des clients et les avantages qu'ils peuvent tirer de leur participation à la co-création. La typologie des avantages associés à la co-création que l'on trouve dans la littérature couvre les bénéfices hédoniques, à savoir les expériences agréables, les bénéfices cognitifs, tels les connaissances acquises sur les produits, les services ou les technologies, les bénéfices sociaux, par exemple les liens relationnels entre les participants, les bénéfices personnels, soit le statut et l'efficacité personnelle, qui reflètent la croyance d'une personne en sa capacité à réussir dans une situation donnée. Les bénéfices pragmatiques, par exemple l'accès à des solutions pour mieux répondre aux besoins personnels. Et des bénéfices économiques, par exemple une compensation en rapport avec les efforts fournis. Les expériences des clients qui s'inscrivent dans le cadre de la co-création dépendent également de la mesure où ces derniers sont prêts à jouer leur rôle. L'état de préparation du client à son rôle reflète sa perception de la pertinence et de l'importance de la tâche demandée. La clarté du rôle quant à ce qui est attendu et aux responsabilités qui y sont attachées. Et les habiletés, c'est-à-dire les connaissances, les aptitudes et les compétences du client à exécuter la tâche demandée. De même que le volume de travail attendu et le temps imparti pour l'accomplir. Enfin, l'expérience liée à la co-création est également influencée par les caractéristiques des environnements de co-création, tels la disponibilité d'outils et de dispositifs en ligne qui facilitent la réalisation d'une tâche de co-création, et la connectivité, telle la disponibilité de l'aide et du support venant d'autres clients. Bien qu'une meilleure compréhension des piliers favorisant l'engagement soit essentielle, il existe des obstacles à la mise en œuvre d'une stratégie de co-création qui doivent être surmontés. En relation avec la stratégie de co-création, il y a des questions opérationnelles et de gouvernance à prendre en compte. Premièrement, alors que les fournisseurs de services perçoivent des revenus du marché, ce n'est pas le cas des clients. Il existe donc une asymétrie entre la valeur marchande apportée par le client et le bénéfice qu'il ou elle peut tirer de sa contribution, ce qui rend le sentiment d'exploitation potentiellement dominant. La perception d'équité est donc un thème important dans le processus de co-création, lorsqu'elle est abordée du point de vue de l'individu ou de la communauté de clients. Il s'ensuit qu'une répartition équitable des avantages
et un processus décisionnel transparent sont des déterminants importants de la perception de l'équité par le client. Dans le cas contraire, la réaction de ce dernier aura tendance à être négative. Deuxièmement, les gestionnaires sont encore souvent ancrés dans une approche de la création de valeur centrée sur l'entreprise, où l'orientation de la valeur entre les collaborateurs diffère considérablement. Ces différences entraînent des conflits et des tensions non résolues. Troisièmement, la symétrie du niveau de connaissance entre l'entreprise et le client doit être prise en compte. La valeur créée dépendra donc de l'effort d'apprentissage investi dans la collaboration. Encourager l'apprentissage entre les participants à une relation de collaboration est donc essentiel pour une performance optimale dans la co-création de valeur. Quatrièmement, au-delà du potentiel d'exploitation, il y a des questions clés de gouvernance qui doivent être abordées, telles que la gestion d'un groupe dynamique de clients, exploiter la créativité et les connaissances des clients, tout en canalisant leur contribution vers un objectif souhaité. Créer une atmosphère dans laquelle les nouvelles capacités productives des clients peuvent être exploitées. Gérer l'incohérence, les contradictions et l'instabilité des clients. L'intégration des connaissances dépend également de la qualité de la relation entre les parties prenantes. Une relation réciproque et de proximité favorise l'engagement et la confiance. Tous ces défis peuvent représenter des menaces pour la réussite d'une approche de co-création. Par conséquent, pour qu'une telle stratégie soit couronnée de succès, une cohésion suffisante doit exister entre les parties prenantes. Cependant, dans les entreprises privées, les clients forment un collectif qui s'ignore, laissant chacun développer une interprétation individuelle de la co-création de valeur. Il est donc risqué pour ce type d'entreprise de céder le contrôle, en partie, à un tel groupe d'inconnus. En bref, il existe un large éventail de facteurs de contingence qui peuvent avoir un impact sur le processus de co-création de valeur. Il est donc important de tenir compte de ces facteurs pour éviter de tomber dans le piège d'une vision trop optimiste du processus de co-création de valeur. Avec une meilleure compréhension des facteurs clés nécessaires pour aborder une stratégie de co-création, il est essentiel de les intégrer dans un modèle d'affaires et de repousser les limites dans la recherche de sources d'efficacité. La co-création de valeur exige des entreprises qu'elles évoluent d'un système fermé à un environnement collaboratif dédié à la création de valeur réciproque pour le réseau de partenaires et la communauté des clients. Comme le montre cette vidéo, le moteur de la création de valeur est désormais l'interaction entre l'entreprise et le client. Une telle approche stratégique s'accompagne de défis en matière de gestion. Tout d'abord, comment l'entreprise peut-elle faire participer ses clients et d'autres acteurs, les parties prenantes, dans une co-création ciblée? Identifier les opportunités de co-création pertinentes par rapport aux objectifs et à la mission des parties prenantes. Évaluer la volonté des parties prenantes de s'engager dans une collaboration de co-création. Configurer les éléments du modèle d'affaires pour intégrer ce processus de co-création de valeur. L'objectif principal est de parvenir à l'harmonie et à la compatibilité entre les différents éléments de ce modèle d'affaires. Enfin, concevoir et développer un cadre approprié pour représenter la co-création de valeur, ainsi que des outils pour les gérer. Il est donc essentiel de prendre en compte le degré d'interactivité ainsi que la perception par le client de la volonté et du désir réel de l'entreprise d'intégrer le client. Pour activer cet engagement, il faut que le client ait un attachement à l'entreprise. Pour ce faire, il faut une forte congruence des valeurs qui peut conduire à un niveau élevé d'engagement, un intérêt commun avec le client ainsi qu'un sentiment partagé d'appartenance, de responsabilité et d'obligation envers la communauté de clients. Un degré de préparation suffisant basé sur un dialogue pertinent, centré sur des thèmes d'intérêt commun pour le client et l'entreprise, sur la base de règles claires et sur un accès et la transparence pour permettre un dialogue constructif. Enfin, une démonstration de l'intégrité et de l'engagement de l'entreprise à faire preuve d'ouverture. Maintenant que nous avons une meilleure vue d'ensemble de l'approche de co-création, quels liens pouvons-nous établir avec les fondements de l'organisation coopérative?
Y a-t-il des avantages concurrentiels que détient la coopérative par rapport à une telle approche stratégique? Comme je l'ai indiqué dans cette vidéo, la stratégie de co-création est devenue la prochaine frontière de l'efficacité concurrentielle. Par conséquent, les coopératives doivent tirer parti de leur nature et de leur structure inhérente pour formuler et mettre en œuvre cette approche stratégique. Voici quelques brefs commentaires sur cette importante stratégie en relation avec la gestion coopérative dans le contexte d'une transformation des marchés. Premièrement, il est important de reconnaître que la création de la coopérative est elle-même un acte de co-création. Lors de sa création, la coopérative fait ce que la co-création exige, alors que les membres, face à un problème commun, partagé, travaillent ensemble par la collaboration, le dialogue et l'intégration de ressources mutuelles pour créer une entreprise qui se veut la solution. Deuxièmement, la stratégie de co-création et l'identité coopérative peuvent être perçues comme le yin et le yang, car elles s'attirent et se complètent. Il s'agit donc d'une approche très pertinente pour capitaliser sur le potentiel inhérent aux coopératives. Ce résultat clé sera discuté plus en détail dans les 2 prochaines vidéos, tout en introduisant le modèle de l'équilibre coopératif, la 3e idée clé au sein de mon approche de la gestion coopérative. Troisièmement, la stratégie de co-création est particulièrement bien adaptée pour aider les coopératives à surmonter le malaise et la crise identitaire que j'ai décrit dans ma première vidéo. L'implantation d'une stratégie axée sur la co-création s'appuie autant sur la dynamique associative que sur la dynamique d'entreprise. Ce faisant, l'identité coopérative n'en sera que valorisée, ainsi que sa position concurrentielle. Pour terminer, il importe de reconnaître que les 4 stratégies retenues pour construire le nouveau paradigme coopératif sont totalement imbriquées et s'avèrent des leviers importants pour le succès d'une approche de co-création. Cette conclusion importante sera détaillée dans les 2 prochaines vidéos. Merci de votre écoute.